Alors, bonjour à tous, et pour cette deuxième et dernière, enfin non, deuxième, n'importe quoi, troisième et dernière table ronde, on va vous proposer de réfléchir à l'ethnomédecin comme médecin de famille, ou comme nouveau médecin de famille. Ça fait partie de la réflexion. Alors, le constat est simple, je vais faire une petite introduction. 4/5 des peuples du monde entier recourent à des médecines traditionnelles diverses en fonction des régions et des cultures, et principalement dans les zones fortement désindustrialisées, ce qui, d'un point de vue géographique, en fait, leur laisse beaucoup de place, mais finalement, en Occident, on n'en parle pas tant que ça. Et donc, on va en parler aujourd'hui. C'est un peu le but de cette troisième table ronde aussi. On va définir l'ethnomédecine avec vous, Patrick. Dans un premier temps, je vais quand même présenter tous les gens qui sont autour de nous pour réfléchir à cette grande thématique. Allez, Marie-Annick Lalès, l'autre femme, médecin acupuncteur installé à Kévin, à côté de Lorient, qui a laissé tomber sa casquette d'allopathe. On verra pourquoi, peut-être. Bernard Thomasin, qui est intervenu hier, amoureux des plantes, on l'a bien compris, qui a créé sa propre, et pas que, j'entends, amoureux des plantes et pas que. Vous nous direz peut-être de quoi vous êtes amoureux tout à l'heure de... Ouais, super. Alors, en fait, ils font des blagues privées entre eux. Donc, amoureux des plantes et comme aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'entreprise Planeta Verte, ou c'est votre fille, hein, c'est ça, votre descendance. Mais vous êtes à l'origine quand même. Oui, comme tous les Bourdons. Comme tous les Bourdons. Ouais, les créateurs aussi. Vous êtes consultant pour accompagner des professionnels et des étudiants et chercheurs dans l'élaboration de recettes de plantes. Philippe Laurent, de l'autre côté, bonjour, que vous connaissez aussi, ma sœur kiné et médecin traditionnel chinois. Vous êtes un membre fondateur de l'UFPMTC et un membre du comité de direction de la WFCMS. Et puis vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont L'Esprit des Points, Le Dragon des 12 fleuves, aux éditions Yufeng. J'ai tout dit. Xavier Lelièvre, enfin, de l'autre côté, diplômé, médecin traditionnel chinois. Votre diplôme vous a été remis par le professeur Léong. Il faut le dire. Et puis depuis 85, eh bien, vous êtes praticien en cabinet et vous êtes aussi le fondateur et l'administrateur du site médecinechinoise.fr. Et vous m'avez glissé... Point info, pardon. Et vous m'avez glissé tout à l'heure que vous aviez créé une maison aussi pour s'occuper des praticiens qui eux-mêmes s'occupent des patients. Elle est où cette maison ? Cette maison n'est pas très loin d'ici, elle est en Vendée. Elle n'a même pas tout à fait encore un an. Et petit à petit, les choses se mettent en place, voilà, de manière à ce que les praticiens qui habituellement s'occupent le mieux possible de leurs patients aient quand même quelqu'un pour s'occuper d'eux. Donc l'idée de la maison, c'est de pouvoir arriver, se poser, échanger, réfléchir, se former surtout sur des points d'éthique, médicaux bien sûr. Voilà. Ouais, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, je voulais vous laisser au moins la possibilité d'en dire deux mots. Alors on va commencer par un peu de terminologie, comme souvent pour débuter une table ronde, et c'est pour ça que j'avais envie que Patrick Chan en fasse partie, puisque le terme d'ethnomédecine vous tient à cœur. Il y en a même qui ont dit il en est le créateur. Alors ce terme il vient d'avant, mais vous l'avez peut-être réhabilité, ou vous lui avez donné plus de sens en France et bien ailleurs du coup. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que ça veut dire ethnomédecine ? Oui, non, le terme existait, je l'ai volé simplement. C'est-à-dire ethnomédecine, c'est un terme de l'anthropologie médicale, oui, qui au départ désigne l'étude des différentes médecines. En tout cas, c'est le sens des pays anglo-saxons, que les pays anglo-saxons donnent au terme. Ethnomédecine, c'est l'étude des systèmes médicaux de par le monde. La France
dans son domaine de l'anthropologie médicale, a ramené le sens de l'ethnomédecine surtout à l'étude, par exemple, comparée des substances médicinales. Donc elle a quitté un peu le domaine de la médecine en général pour le ramener à l'une des méthodes de la médecine. Après, d'autres personnes avant moi, je l'ai volé, c'est pas tout à fait le problème, mais c'est simplement que les ethnomédecines ont aussi été un terme utilisé par l'Organisation mondiale de la santé en synonyme des médecines traditionnelles de par le monde. Donc en fait, le terme ethnomédecine, il faut y mettre un S, il y en a plusieurs, ce sont les médecines traditionnelles et autochtones. Donc il y a les grands systèmes médico-savants, comme la médecine chinoise, la médecine védique de l'Inde, la médecine tibétaine, et il y a les médecines, disons, qui sont plus basées sur des traditions orales, qui ont plus des portées locales, comme la médecine africaine, par exemple, la médecine amérindienne, etc. Et tout ça, ce sont des ethnomédecines. Donc c'était, d'une part, l'idée de... Alors j'ai pris le terme ethnomédecin, qui n'est pas encore vraiment utilisé, il y a les ethnopsychiatres, mais c'était un terme plus simple pour désigner, à mon sens, un praticien de médecine traditionnelle chinoise, mais c'est un choix de label, simplement, pour montrer qu'on n'est pas médecin, mais on n'est pas médecin. On est ethnomédecin, c'est-à-dire qu'on est représentant d'une médecine traditionnelle autre que la médecine occidentale, qui est quelque part une ethnomédecine parmi d'autres. Sauf que si on accepte dans l'idée que le terme médecine traditionnelle fasse référence à des traditions anciennes, un ethnomédecin occidental sera un praticien, disons, qui se fonde sur la théorie des humeurs d'Hippocrate plus que sur celle de Pasteur. Donc il ne court pas les rues véritablement. Donc voilà, après, il y a par exemple la faculté libre d'ethnomédecine qu'avait créé Jean-Pierre Villers, mais qui utilise le terme ethnomédecine, là il faudra lui demander à lui un jour dans quel sens il l'utilise, parce qu'ils utilisent tout un kaléidoscope de méthodes thérapeutiques avec les huiles essentielles, etc. Et ce que lui appelle peut-être un praticien d'ethnomédecine, c'est quelqu'un qui va utiliser différents savoirs pour aider les gens. C'est très bien, c'est louable également, mais disons qu'on n'est pas dans une démarche traditionnelle au sens où on suit un sillon, une tradition. L'idée est en plus, de notre point de vue, de creuser profondément un sillon, puisqu'on a des générations antérieures qui nous permettent de le faire, et par contre, quand on rencontre les autres traditions, on touche tout de suite leurs racines, et on peut parler de choses profondes, au lieu de papillonner en surface. C'est un choix. Mais voilà, donc c'est un terme qui vient de l'anthropologie médicale, et dont on espère faire un label synonyme de qualité en matière de pratique de médecine traditionnelle, sachant que nous on précise ethnomédecine chinoise, mais qu'il y a des ethnomédecins indiens, etc. Alors, est-ce qu'un ethnomédecin, dans votre définition, en tous les cas, même si elle reste encore à définir, j'ai bien compris, peut s'intéresser aussi aux autres traditions? C'est-à-dire, il a la faculté de pratiquer une médecine en lien avec sa tradition culturelle, mais est-ce que quand il se déplace dans d'autres pays, justement, il a alors, devoir, c'est peut-être un autre fort, mais est-ce qu'il peut, justement, pratiquer, finalement, s'ouvrir à d'autres ethnomédecines? C'est pas un mot trop fort, parce que dès lors qu'on se déplace, on a le devoir de s'adapter et d'être curieux. Donc, effectivement, aller soigner dans d'autres cultures sans s'intéresser aux cultures en question, ça nous ramènerait à une forme de missionnariat qui n'est pas dans notre esprit. Donc, en plus, il est très facile, d'autres l'ont dit avant moi, lorsqu'on fait une médecine traditionnelle basée sur la comparaison entre l'homme et la nature, de discuter avec d'autres médecines qui ont cette même approche, c'est juste les mots qui changent. C'est ça. Et quelle est la différence que vous faites entre tradipraticien et ethnomédecin dans les formations que vous proposez? Alors, le tradipraticien, c'est un terme également utilisé par l'OMS pour désigner les praticiens de médecine traditionnelle. Simplement, le choix qu'on a fait, mais là c'est un simple choix sémantique lié à une structure d'enseignement, c'est que le tradipraticien utilise souvent des méthodes relativement plus légères, qui présentent moins de risques d'effets secondaires. Donc on a associé le terme de tradipraticien à quelqu'un qui maîtrise des méthodes comme l'acupuncture, le massage, mais qui sont des méthodes thérapeutiques où il est difficile, même en se trompant, de rendre les gens malades. Alors que ethnomédecin, à mon sens, hein, c'est tout à fait personnel ça, c'est quelqu'un qui va devoir jongler également avec les plantes médicinales et avec les mots. Et que ce sont deux choses qui peuvent des fois envoyer les gens... ad patres. Oh ouais, ad patres, voilà, c'est plus du chinois. Alors un ethnomédecin n'a pas forcément suivi à la base une formation en médecine généraliste, en tous les cas en médecine occidentale, on est bien d'accord. Ben, Dr Léon n'a pas suivi de formation de médecine occidentale. Ah oui.
Donc en fait, il n'y a absolument pas cette dimension d'intégrative comme on parlait tout à l'heure dans l'ethnomédecin. Alors, après, je vais laisser la parole à Oui, bien sûr. Excuse, mais c'est sa faute à poser des questions. Oui, c'est de ma faute, mais j'assume. Sachant que je vais parler, voilà, j'ai noté ça toute berzingue tout à l'heure, grippe, fièvre, sinusite, rhume. Alors j'ai écrit rhume des foins, c'est un lapsus révélateur. Syndrome prémenstruel, dysménorrhée, céphalée, cancer, fibrome, névralgie, tendinite, rhumatisme, dépression, phobie, insomnie, fatigue chronique, effets secondaires de différents médicaments, hypertension, obésité, anorexie, sclérose en plaques, tuberculose, indigestion, allergie, calcul, infection urinaire, intervention en hôpital et un raton laveur, disait M. Prévert. Voilà par exemple ce qui peut attendre un praticien sur une paire de semaines de soins. Donc on pourrait rajouter suivi de mêmes patients sur plusieurs années, sur plusieurs décennies parfois, et sur plusieurs générations parfois, puisque on voit les enfants et les petits-enfants. Donc vous avez déjà une idée de ma réponse sur savoir si le praticien de médecine chinoise peut faire être un job bon de médecin de famille. Voilà. Tout est dit. Non, tout n'est pas dit, j'espère. Merci Patrick. On va peut-être passer la parole à Philippe Laurent, kinésithérapeute et médecin traditionnel chinois. Non, pas kiné. Non, pas kiné, non. Alors avec le micro, c'est super. Non, mais quel est le lien Non, pas déjà que je renie la kinésithérapie, mais je veux dire, je suis sorti de mes études de kinésithérapie en 1973 et 3 ans plus tard, j'étais installé comme acupuncteur. Voilà. Pour apporter quelques précisions à la profession, vous savez tous, c'est une profession qui est un peu décriée par le monde médical officiel, qui a connu certaines difficultés. Mon propre maître, dont je parlais hier, André Faubert, a eu 6 procès, pour vous donner une idée quand même de quoi sa vie a été émaillée. Du coup, dans les écoles, on s'est longtemps... Enfin, je veux dire, le motif d'inculpation, c'était souvent « vous pratiquez l'acupuncture ». Vous êtes acupuncteur. Donc, les gens, finalement, ont dit « on va plus se présenter de cette manière-là et on va choisir d'autres termes ». Alors, par exemple, Michel Picard, qu'on évoquait hier, qui a créé une école importante de médecine chinoise, avait appelé ça sinobiologie. La sinobiologie, et il formait donc des sinobiologues. Moi, à la même époque, je me suis dit, avant qu'il nous pique tous les termes, je vais peut-être en choisir un pour ma propre école. Donc, j'avais choisi sinobiothérapeute. Voilà. Donc, on a jonglé comme ça un petit peu avec le vocabulaire pour essayer d'échapper à une étiquette un peu trop voyante, s'il vous plaît. Au total, on a continué. Alors, je ne me considère pas comme médecin, puisque le terme est apparu pratiquement au moment où je terminais ma carrière. Mais j'ai bien compris quand même de quoi il s'agissait, et finalement, je suis ethnomédecin. Bien sûr, bien sûr. Merci. On va peut-être passer, avant de voir comment on fait le lien entre ethnomédecine et médecine de famille, on va passer à la définition peut-être du médecin de famille aujourd'hui, en tous les cas dans le contexte occidental. Je vous passe le micro, Marie-Annick Lalès. Alors, vous qui donc, vous faites aujourd'hui de l'acupuncture, mais vous êtes toujours, en tous les cas, dans l'âme. Vous allez peut-être nous expliquer comment vous vivez ce changement. Vous étiez médecin généraliste, vous l'êtes toujours, mais acupuncteur aussi, mais vous ne prescrivez pas de médicaments en allopathie. Oui, tout à fait. Par contre, je voudrais éventuellement revenir à la question première, en fait, Sur qui est la médecin. définition de qu'est-ce qu'un médecin de famille. Oui. Puisqu'on a défini qu'est-ce qu'un médecin. Et d'autant plus que c'est ce que j'ai essayé d'incarner quand j'étais médecin Et généraliste. oui, c'est pour ça que je rappelais Voilà. le fait que vous ayez été médecin généraliste. Voilà. Donc du coup, cette réflexion, je l'ai portée ces derniers jours. Et ce qui en est ressorti, c'est que déjà, pour moi, un médecin de famille, c'est un médecin qui est susceptible de rencontrer tout un tas de personnes de différents âges. Donc ça sous-entend les nouveau-nés, les nourrissons, les enfants, les adultes, les personnes âgées. Et de ce fait, il est susceptible d'être confronté à tout un tas de problématiques. À la différence du médecin spécialiste
qui, lui, va traiter des problématiques de spécialité dans son domaine. Donc ça me paraît être une particularité déjà du médecin de famille. Vraiment quelque chose de très global, finalement. Cette globalité de la personne, c'est aussi son interaction dans un environnement, en interaction avec son entourage, avec ses amis, sa famille. Et donc pour moi, se dégage du médecin de famille des missions que j'ai fait ressortir, notamment une mission de prévention avant la survenue de la maladie. Je ne vais pas disserter là-dessus, mais c'est des grands thèmes. Notion de prévention très importante et qui est, je pense, aujourd'hui particulièrement délaissée, mis de côté. Qui le fait vraiment? Je vous pose la question. Une mission de poser... Oui, il y a un Larsen sur ce micro-là. Peut-être qu'il ne faut pas s'approcher trop. Ouais. On va changer. Ouais. Prenez le mien. Ouais. Donc cette mission de prévention, également... Ah, c'est mieux. Quand la maladie est là, un rôle de poser un diagnostic. Donc ça, c'est aussi très important, le diagnostic, pour pouvoir, à partir de ça, instaurer éventuellement un traitement, proposer des solutions, voire orienter à travers un réseau vers des propositions complémentaires, alternatives, des spécialistes, en fonction des connaissances du médecin, en fonction de ses outils et de ses limites, de ses propres limites. Il a aussi un rôle aujourd'hui qui me paraît aussi essentiel, c'est de récolter les informations pour retrouver la globalité, cette globalité de la personne. Donc récupérer, recoller, je dirais même les morceaux entre eux de la personne qui a été morcelée par tout un tas de consultations diverses et variées à l'extérieur donc, de la fonction de médecin de famille. Et il a aussi un rôle qui est très important de mémoire, parce qu'en fait, il va accompagner le patient tout au long de sa vie, donc aussi bien dans les bons moments que dans les moments les plus difficiles, dans les grandes épreuves, et jusqu'à sa mort. Voilà, donc c'est ce qui m'est ressorti. Et alors est-ce que... Il marche définitivement pas, c'est pas grave. Et alors est-ce que ce médecin de famille que vous décrivez, il existe encore? Est-ce qu'il a encore une grande place en Occident, en France? Alors oui, il existe. Il existe encore, heureusement. Après, par qui il est incarné, j'ai envie de dire, c'est pas pour moi une histoire de paroisse. C'est plus une histoire d'être humain, et ça, M. Ting l'a bien évoqué. Mais alors, pour en revenir, si on prend le médecin de famille tel qu'on peut l'entendre la plupart du temps, à savoir, c'est le médecin généraliste, le médecin traitant aujourd'hui dans le paysage français, je pense que les problématiques qui sont rencontrées, c'est notamment le fait que notre médecine occidentale a été compartimentée en plein d'hyperspécialités. Donc les médecins qui s'occupent des enfants, les médecins qui s'occupent des personnes qui boivent, des addictions, les médecins qui s'occupent de la main, les chirurgiens de la main, etc. etc. Et finalement, en fait, ce processus de compartimentation, il n'a pas épargné les médecins généralistes aujourd'hui. Parce que depuis pas longtemps, la médecine générale, maintenant, elle est reconnue comme une spécialité dans les études médicales. Et donc maintenant, les étudiants qui présentent l'internat, ils choisissent médecine générale en tant que spécialité. Donc il y a une reconnaissance derrière, valorisation, enfin bon, je ne vais pas passer les détails. Donc il y a ce phénomène-là qui me paraît important. Et également quelque chose que j'ai vécu, que j'ai vu dans ma pratique, à savoir un peu à l'image du consumérisme occidental, c'est que les patients, ils ne venaient plus me consulter, ils venaient consommer. Et avec cette notion en fait, qu'on retrouve dans l'économie, la notion de rapidité, d'efficacité, voire d'efficience, de rendement. Les cabinets médicaux aujourd'hui, c'est ça, c'est du rendement, il faut que ça tourne. Et du coup, ça ne laissait plus du tout la place à l'espace-temps, qui me paraît essentiel.
pour justement pouvoir tout ce dont on a à faire, la prévention, l'information. Et pour moi, alors pas tous les médecins généralistes, je ne les représente pas d'ailleurs, je parle juste en mon propre nom. Il y a des médecins généralistes qui sont encore des médecins de famille, qui prennent le temps, mais je pense que beaucoup de mes confrères aujourd'hui sont, peut-être pas le terme adapté, victimes, mais en tout cas, ils se voient réduire leur fonction à prescrire des médicaments dans une situation aiguë, renouveler les traitements dans les situations chroniques et orienter les patients vers des médecines complémentaires, donc médecine spécialiste, examens complémentaires. Pour ce qui est de récupérer les informations, ils font ce qu'ils peuvent. Comme s'ils ne prennent pas beaucoup de temps, finalement, c'est très compliqué. Et l'importance d'accompagner la personne et de l'envisager dans sa globalité, aujourd'hui, elle est souvent elle est mise de côté. La prévention, n'en parlons même pas, puisque finalement, c'est la médication avant tout. Donc on ne prévient pas, on va traiter un diabète et on ne va pas informer la personne de comment il pourrait faire pour éviter de prendre des médicaments. Donc voilà. Moi, c'est vraiment le paysage aujourd'hui que je ressens, et je pense que, une fois de plus, il y a certains de mes confrères qui s'inscrivent en tant que médecins de famille. Donc c'est au-delà d'une histoire de paroisse, de choix de médecine. C'est plus des valeurs. Et on en a déjà beaucoup parlé ce week-end. Voilà. Et ces valeurs-là, elles sont incarnées ici. Voilà. Avec un micro qui fonctionne une fois sur deux. Allez, bon, je vais reprendre celui-ci, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un à cette table voudrait ajouter, affiner la définition du médecin de famille que vient de faire Marie-Annick ? Merci. Peut-être pas affiner, mais rebondir en tout cas sur ce que tu as dit. Je crois d'abord qu'il faut faire une grande différence entre la prévention et le dépistage. Oui. On a tendance ici à faire beaucoup de dépistage, cancer du sein, cancer colorectal, tout ce qu'on veut. Attention, ce n'est pas de la prévention, ça. Ça dépend de la terminologie, c'est prévention secondaire. Enfin, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a primaire, mais bon. Enfin, prévention, pour moi, c'est plutôt dire comment ne pas devenir cancéreux. Malade, ouais. Voilà. Et deuxièmement, pour en revenir à la prévention, je pense qu'on a aussi un rôle d'éducation, plus que prévention encore, surtout si on a la chance de s'adresser à plusieurs générations simultanément. Et donc cette éducation doit être adaptée à chaque âge. C'est évident qu'un petit enfant de 10 mois, on va pas lui expliquer comment s'alimenter. Et le gros avantage d'avoir plusieurs générations simultanément, c'est que petit à petit, de génération en génération, les bonnes habitudes vont passer. Et plutôt que de dire il faut manger 5 fruits, 5 légumes par jour, je crois que c'est ça la pub, point, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'idée, c'est d'expliquer pourquoi, comment, est-ce que c'est vraiment 5, à quel âge, voilà. Je pense qu'on va aller beaucoup plus loin, et c'est pour ça que je préfère à la limite parler presque d'éducation que de prévention au sens strict. Voilà, juste pour rebondir sur ce que tu disais. On va, donc là, tout ce que vous décrivez comme faisant partie du médecin de famille finalement presque idéal, je dirais, comment est-ce que l'ethnomédecin y répond, ou comment est-ce qu'il pourrait y répondre ? À Bernard Thomasin, à vous avez compris. Donc, je pense qu'il faut se référer à notre modèle maximin, qui est le docteur Léon Cohen, et voir comment il exerçait, ou son père exerçait son art dans son village autour de Canton. Et pour ce qu'il nous en a dit, le père du professeur Léon Cohen était totalement intégré dans une société rurale, un village, et où il n'était même pas question d'honoraires. C'est-à-dire qu'il touchait parfois un poulet ou quelque chose, et bien souvent, il était obligé de donner de sa poche quelques monnaies aux patients pour pouvoir s'offrir le traitement. Donc, cette idée de médecin de famille, sur laquelle on nous demande de réfléchir, en réalité, ça renvoie de façon globale au modèle de notre société et à la modification de notre société. On est encore dans le monde du changement. Le
le médecin de famille tel qu'on l'a connu, le médecin de famille du docteur Knock, c'était un médecin de famille rural qui se déplaçait avec sa carriole pour aller voir les médecins, les villageois. Bon, c'était le notable. Et la société qu'on est aujourd'hui, c'est une société essentiellement urbaine, majoritairement. Donc forcément, le médecin de famille de cette société urbaine sera différent du médecin de famille de l'époque du docteur Knock ou de celle du papa du professeur Léon Coquen. Ce qui est certain à mes yeux, et au vôtre sûrement aussi, c'est que le médecin chinois est typiquement un médecin de famille. Hein. Et dans nos cabinets, tout ce qu'on a vu, c'est un membre de la famille qui se fait soigner, et si ça marche, ben, évidemment, tout le monde, toute la famille suit, hein, et sans se poser trop de questions. Oui, mais alors ça y est, j'ai retrouvé ce que j'avais relevé de notre échange avec Marie-Annick. Vous avez parlé du changement d'attitude des patients, mais il y a un changement d'attitude de toute la société, au-delà de la différence entre les zones urbaines et non urbaines d'ailleurs. Et est-ce que du coup, le médecin traditionnel chinois, par exemple, ou l'ethnomédecin, peut s'adapter à une société aussi qui est beaucoup plus rapide, qui est basée sur, comment on pourrait dire, le zapping, sur la non-fidélisation, sur l'efficacité immédiate, sinon on change. La question de l'adaptation, de cette adaptation-là, cette société qui n'a pas forcément des points positifs, mais elle est comme ça. Ma réponse est un oui massif. Hein. Moi, j'ai exercé en milieu rural dans la région de Pithiviers, qui est une petite ville, hein, et j'ai exercé dans une ville un peu plus grande qui est Perpignan. Dans les deux cas, bon, j'ai eu des agriculteurs dans ma patientèle et j'ai eu des citadins, et tous déjà avaient fait une démarche, ils avaient mis la main à leur poche, et donc ils étaient attentifs à ce qu'on pouvait leur dire et à ce qu'on pouvait leur demander. Cette démarche de mettre la main à la poche, elle est très importante dans la médecine traditionnelle chinoise. Pas dans la médecine chinoise, mais en tout cas dans notre société, parce qu'elle conditionne l'accès du patient aux soins de médecine traditionnelle chinoise dans notre fonctionnement aujourd'hui. Il y a une grosse différence avec le médecin généraliste aujourd'hui occidental qui est remboursé, qui ne coûte rien et qui peut-être empêche une certaine forme d'engagement. Sans être du tout vouloir être polémique, la médecine moderne s'inscrit dans un cadre, disons, de société qui a peu à peu mis le remboursement à l'ordre du jour. Il faut savoir que l'initiative, la création de la société, de la sécurité sociale, a été, au sortir un petit peu de la révolution industrielle, une initiative patronale. C'est-à-dire que les patrons paternalistes de l'époque ne voulaient plus assumer la santé de leurs employés. Et donc ils ont voulu qu'ils participent à cet effort financier. Et donc peu à peu s'est créé ce système. Moi, personnellement, ce que je vois, c'est que ce système a été détourné de son intention première et que dessus sont venus se brancher une masse de parasites, notamment toutes ces analyses à perte de vue qu'on fait, et qui ne sont pas toujours, à mon sens, et qui coûtent très cher. Aussi, globalement, il me semble que le monde médical a pris une importance disproportionnée dans notre société. Comment l'humanité a-t-il pu arriver jusqu'à nous sans tout cet appareillage médical? Tout le monde est médicalisé. Et alors, il y a aussi des déviations sur les termes. Parce que quand on parle de prévention,
En réalité, ce terme aussi est dévié. Parce qu'on va nous dire, mais bien sûr qu'on fait de la prévention, puis Pasteur, on vaccine. Je laisse exprès ces 2-3 secondes pour nous permettre de méditer à ce qui vient d'être dit. Vous voulez réagir? Juste deux petits mots simplement. Au niveau de l'efficacité immédiate concernant les nouveaux patients, de fait, j'ai quand même noté, moi, dans les 20 ou 25 dernières années, nous sommes censés être peut-être un peu plus rapidement efficaces que ce que c'était au tout départ. Cela dit, si on prend le temps d'expliquer aux patients que l'acupuncture ou les plantes vont prendre un certain temps avant d'agir, ça ne pose pas de problème majeur. Petite remarque aussi concernant le coût. Michel Picard nous avait donné l'idée de travailler le créateur du BEC, nous avait donné l'idée de travailler sous forme d'association. C'est ce que je fais donc depuis 35 ans, donc c'est de la pratique. Le patient, lorsqu'il vient, paye non pas le praticien, mais une association, fait un don à une association, récupère ainsi 66% via ses impôts, et par derrière, le praticien est salarié. Avec un peu de chance, le patient est pris en charge par une mutuelle, et donc en venant se faire soigner, il gagne de l'argent. Est-ce que ça ne dénature pas un peu le principe? Non, parce que la personne fait quand même l'effort, comme disait, je ne sais plus qui disait, de mettre la main à la poche. Non, c'est Bernard Thomas. Je ne sais plus qui disait. Non, il y a quand même un effort qui est fait, parce que il faut attendre un an avant que le rapport vienne. Mais ça permet aussi aux personnes pas forcément très riches de se soigner. Et puis attention, ça c'est vrai pour la consultation, mais pour la pharma, il faut bien qu'elle paye de toute façon. Voilà, c'était deux petites remarques que je... Patrick Chan, vous vouliez réagir sur la question du coût de la médecine traditionnelle chinoise? Je repense à une chose que disait le docteur Léon, c'est que si vous faites de la médecine, vous aurez forcément une activité professionnelle dans notre société qui sera honorable, puisque vous soignez les autres. Et il est normal que vous ayez un retour qui vous permette de vivre à partir de cela. Et même si on décide, je repense au poulet, ça m'a fait déclencher. Parce que la première mission humanitaire qu'on a faite en Roumanie, on soignait les gens gratuitement, on n'avait pas l'intention d'y aller pour leur demander quoi que ce soit. Mais en fait, c'est eux qui arrivaient avec du gâteau, du pain, du vin, des poulets, des fleurs. Je me rappelle d'une grand-mère qui est venue en disant « J'ai rien, mais en sortant, je vais aller faire une prière pour vous, à l'église. » On est riche de plein de choses. Et effectivement, vive le troc, vive la monnaie locale, vive les sourires, vive les bisous, peu importe en quoi les gens payent, mais il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait un échange. Alors chez nous, les gens, ils sont vraiment dans l'exigence, dans l'infantilisation. Le remboursement, quoi? C'est pas remboursé. Alors vous allez prescrire de la pharmacopée qui va coûter quelques dizaines d'euros pour un mois de traitement. Les gens vont trouver ça cher alors qu'ils ont un traitement qui coûte 3 à 5 000 euros la semaine, mais c'est remboursé par la Sécu. Et ça marche pas en plus. Est-ce que vous êtes obligé de rentrer dans les détails de ces calculs, par exemple, pour convaincre des patients de se fidéliser, pour leur expliquer que ça ne coûte pas si cher que ça, que comparé, par exemple, à toutes les analyses qu'ils pourraient avoir à faire s'ils tombaient vraiment malades? Enfin, est-ce que vous êtes obligé de rentrer dans cet argumentaire-là? Généralement pas, mais ça peut arriver occasionnellement pour simplement faire réfléchir des gens. Parce qu'il y a des gens qui dépensent un salaire en clopes tous les mois et qui vous disent que votre traitement est trop cher. Sachant que pour eux, certainement la cigarette fait partie d'une thérapie par inhalation. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas besoin d'en prendre, mais ça ne traite pas la cause, visiblement. Simplement, il y a des personnes qui ont trouvé tout à fait normal de faire un massage bien-être à 80 euros, ou de faire une coupe de cheveux à 100 euros, et puis qui vont trouver que c'est trop cher, parce que la santé, chez nous, ça ne doit pas être payant. Ça, c'est une sorte de biais, d'anomalie. À l'inverse, je me suis rendu compte, par exemple, des patients qui traversent la moitié de la France, ou la France entière parfois, pour venir se faire soigner. Au début, on dit, mais c'est pas la peine, vous avez quelqu'un à côté de chez vous. Mais en fait, non, ils font un chemin de guérison. Donc ceux-là, c'est très facile de les soigner, ils ont fait les 3/4 du boulot tout seuls. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui agit dans l'être humain. Donc on ne va pas les dissuader. Il y a plein de choses qui agissent. L'argent, c'est une forme d'énergie, simplement. C'est un moyen d'échange d'énergie sous forme monétaire.
Mais si les gens fonctionnent autrement, c'est pas un problème. Et le praticien ne doit pas être bloqué non plus là-dessus. J'allais dire, on a totalement... Alors bien sûr, la pharma, on ne peut pas forcément, mais quoi que ça m'arrive moi aussi des fois de payer la pharma de certaines personnes, parce que bon, ben voilà, donc j'ai encore à manger, donc ça va. Ou alors, comme disait le Dalai Lama, quand on a assez pour vivre, bah après, il faut penser à en faire profiter les autres. C'est ça qui va nous enrichir. Mais un acte, qu'est-ce qui nous empêche de soigner quelqu'un gratuitement ? C'est ce que disait Jean-Pierre à propos de l'humanitaire. Ça peut coûter, même un acte chirurgical, ok, il y a le matos, mais l'acte, pourquoi il coûte si cher ? Quand on voit qu'il faut demander plein d'argent à des gens de bonne volonté pour pouvoir payer l'opération de telle personne, ouais, mais le mec qui opère, il ne peut pas non plus faire un petit geste. Ou le labo, au lieu de sous couvert de mission humanitaire, de tester de nouveaux médicaments dans certains pays. Il faut regarder la réalité, quoi. Marie-Anne Claves, vous vouliez réagir tout à l'heure. Peut-être que depuis vous avez perdu le fil. Oui. Sur le coup, peut-être Non, pas sur le coup. Non. Je pense qu'on a pas mal... Enfin, voilà, je rejoins effectivement ce qui vient de se dire à propos du coup. Je pense qu'effectivement, il y a des moyens de voir autrement. Il faut ouvrir son champ de conscience et puis il y a des solutions. Je le vis en fait dans ma pratique parce qu'effectivement, même avec ma casquette de médecin, acupuncteur, médecin, j'ai fait le choix de m'installer en non conventionné. Pour les raisons que le secteur 2, pour ceux qui connaissent, ne m'était pas accessible, puisque maintenant ils ont restreint pour les médecins la possibilité d'y accéder. Il faut avoir fait une carrière hospitalo-universitaire, voilà, ce qui n'est pas mon cas. Et du coup, je vis aussi maintenant dans mon quotidien cette histoire de tarifs. Et finalement, c'est moi qui fais la sécu. C'est-à-dire que les gens vont payer leur consultation quand c'est possible. Et dès que je vois que c'est sensible, j'évoque tout de suite le sujet. Je dis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou, on va trouver un arrangement. Et puis et en dehors de ça, ça peut être aussi des consultations gratuites. Enfin voilà, on voit bien comment tous on peut fonctionner les uns les autres. Donc c'est nous, quelque part, qui faisons la répartition, voilà, à travers l'humanitaire à l'étranger, mais l'humanitaire aussi chez nous, avec un patient qui est dans notre cabinet. Donc pour moi, c'est pas un faux problème, c'est peut-être un problème, mais en tout cas, il y a des solutions. Par contre, il est dépassable, oui. Ouais. Là où je voudrais revenir, si c'est possible, c'est sur l'histoire de la disponibilité du médecin de famille et du temps. Parce que ça me paraît essentiel aujourd'hui, et c'est ce que je vis une fois de plus dans mon cabinet. Et ça, j'ai la phrase « le temps, c'est de l'argent ». Bon, c'est pas approprié du tout finalement, mais le temps, c'est ultra précieux. Et quand vous parliez tout à l'heure justement de comment est-ce qu'aujourd'hui la population qui vit dans un monde un peu d'agitation et qui consomme et qui veut que tout soit très rapide, comment est-ce qu'on peut la capter? Mais finalement, ça se fait hyper naturellement. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent me voir et qu'ils savent qu'ils vont avoir 1 heure, ça leur arrive jamais avec un médecin. Alors peut-être qu'à certains, ça fait peur. Eh ben, est-ce que ça peut être un frein, ça, justement? Alors, ça va vous prendre 1 heure de venir nous voir. Mais à ce moment-là, si c'est un frein... On l'annonce pas forcément dit. Mais on n'est pas non plus, dans l'objectif de récupérer tout le monde. Les gens font des choix. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une transparence sur ce qu'on propose pour que les gens puissent en disposer. Voilà. Mais les gens font des choix de venir nous voir ou pas. On n'est pas là pour accabler tout le monde. Et effectivement, en tout cas, ce que je vis, c'est que le fait de prendre le temps, pour eux, ça fait partie du traitement aussi. Mais largement. Et puis ça permet de reprendre les choses, l'histoire, de libérer des émotions qui ne libèrent pas, d'exprimer leur colère face effectivement à une médecine morcelée où finalement ils se font, mais pour pas utiliser d'autres termes, jeter des cabinets de consultation. J'ai vu des patients en pleurs en disant je ne sais pas plus quoi faire. J'ai vu un ORL qui m'a pris 5 minutes, il m'a pris 90 € et je ne sais pas ce que j'ai et ça ne va pas. Donc loin de caricaturiser toute la médecine occidentale, évidemment. Ça n'est pas que ça. Mais en tout cas, c'est ça aussi. Et c'est là où on a le rôle en tant qu'ethnomédecin et qu'on s'inscrit complètement, justement, dans ce rôle dans la médecin de famille, pour apaiser, écouter, écoute passive, écoute active, quand on sait faire, à travers le CIMI. Voir grandir.
les enfants, Oui, bien les sûr. suivre la notion un de famille. maximum. Prendre en compte l'histoire, ça veut dire les interactions, effectivement, des membres de la famille entre eux. Enfin, c'est pas juste en l'espace de 5 ou 10 minutes qu'on arrive à ça. L'ethnomédecine, elle s'intéresse du coup aux ethnies, mais finalement, on pourrait transposer ça justement sur la famille, c'est-à-dire elle est très adaptée à la famille comme micro-société aussi. Alors, la famille, hein, si on part pas dans des débats philosophiques, mais alors j'espère que je ne vais pas me tromper, si je dis Mitakuye Oyasin. Tu ne te trompes pas. Ouais. C'est qu'on appartient tous à la même famille. Donc la notion de famille... À partir du moment où elle est adaptée à l'humanité, aux ethnies, à la famille, elle est adaptée à l'humanité tout entière finalement. Marianne vient de prononcer un mot, ça s'appelle Mitakuye Oyasin, c'est du Lakota, c'est du Sud. Ça veut dire tous, all my relatives, tous sont ma famille. Lui c'est mon frère là-bas. That's my brother. We are all the same family, human family. Inside, same color. D'accord? Just outside, some difference. Donc la médecine de l'humanité. Mais oui, c'est le génie propre aux Chinois d'avoir conservé celle-ci, mais où elle est la frontière? C'est quoi une frontière? La Terre, elle est ronde. Hein? Donc, on est sous le même ciel. Et effectivement, j'avais comment il s'appelle? C'est Wang, je crois, un Chinois à Paris, qui me disait, moi, quand je vois une grand-mère qui vient, c'est ma grand-mère. Hein? Je la soigne comme si c'était ma grand-mère. Et effectivement, tous les petits vieux qu'on voit, c'est nos grands-parents. Tous les gens qu'on soigne, c'est nos frères. Et même un vétérinaire aussi soigne sa famille. C'est pour dire. Philippe Laurent, on ne vous a pas beaucoup entendu. Vous vous reconnaissez, j'imagine, dans toute cette définition de l'ethnomédecin comme médecin de famille aussi, même si, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, le terme n'était pas encore vraiment au goût du jour. Oui, vous regrettez finalement qu'il n'ait pas été au goût du jour. À cette famille d'ethnomédecins, puisqu'on parlait tout à l'heure de la place de l'ethnomédecin et de sa patientèle. En fait, je voulais juste dire qu'effectivement, on suit des familles au cours de notre carrière. On a des premiers patients, si vous voulez, et puis s'ils sont satisfaits, effectivement, ils envoient soit leurs enfants, soit des gens de leur propre famille, soit des amis. Et puis on voit leurs enfants, on voit ces enfants se marier, on voit les nouveaux petits qui arrivent. Donc finalement, la patientèle que je pouvais avoir, en tous les cas, puisque je vais parler un moment, c'était du nourrisson jusqu'à des gens centenaires et d'autres que j'ai accompagnés vraiment pratiquement à leur dernier souffle en allant... je me souviens comme ça d'une femme que je soignais qui m'a dit voilà, ma mère a 100 ans, elle a 100 ans depuis 2 jours, mais elle ne répond plus, elle est au lit, etc. Je suis allé la voir, je l'ai piquée, juste 3-4 aiguilles. Elle a repris connaissance, elle a pu parler un peu avec sa fille, et puis voilà, elle est partie le lendemain. Donc c'est vraiment, on a une proximité quand même avec les gens qui est très très importante, très très intime aussi. On est au courant un petit peu de leurs histoires de famille, des histoires, je sais pas, d'héritage, de conflits d'héritage, de leurs envies. Donc oui, je crois qu'on est médecin de famille quelque part, certainement. Merci. Bernard Thomasin, comment on développe la médecine, l'ethnomédecine dans le cadre de la famille occidentale, justement avec toute cette question de la pharmacopée. On n'a pas en France, on a des ressources, on a des ressources françaises, on a des plantes, mais c'est pas la pharmacopée chinoise. Comment est-ce qu'on peut imaginer développer l'ethnomédecine en France et dans les familles quand on n'a pas, nous, peut-être les ressources les plus adaptées en termes de médicaments? Ce que je voudrais dire déjà, c'est que il me semble que pour les médecins conventionnels en France, la médecine leur échappe. C'est-à-dire que la médecine, elle leur a été volée par les labos, par l'hôpital quelque part aussi. Ils se sont fait dépouiller.
Et je trouve que pour un médecin occidental, c'est une chance, la médecine chinoise, parce que ça lui permet de reconquérir son art, de retrouver vraiment une médecine. Parce que, alors, même le choix des traitements hospitaliers, en milieu hospitalier, quand il a été fait, n'était pas du tout imposé par des considérations techniques. Aujourd'hui, il paraît évident parce qu'il y a toute une machinerie qui est là et qu'on ne peut pas multiplier de façon indéfinie. Donc, il faut bien aller à l'hôpital pour faire les scanners et autres résonances mais ça n'a pas du tout toujours été c'est un choix politique, c'est ça qui est étonnant. Hein. Et donc, l'ethnomédecin, c'est un médecin, disons, de face à face, ça demande beaucoup du thérapeute. C'est pour ça que je suis content d'avoir bifurqué et d'être un simple marchand, parce que ça demande beaucoup, beaucoup du thérapeute. Une disponibilité et une abnégation. C'est une médecine sacerdotale. Vous êtes des demi-moines, des moines et des nonnes. Voilà ce que je veux dire. Alors, pour ce qui est de la pharmacopée, si on veut l'utiliser, bon, le schéma actuel est relativement facile. Bon, si on met de côté le délai de 2-3 jours pour recevoir la pharma, bon, ben, il y a des collègues compétents qui peuvent, comme nous, envoyer les prescriptions au domicile du patient. Et une chose quand même aussi qu'il faut souligner, c'est que quand on parle de la sécurité sociale, pourquoi c'est si important la sécurité sociale? Parce que dans l'inconscient collectif, on est malade à vie. C'est-à-dire qu'on pense que la maladie ne va pas vous quitter. Mais nous, on n'est pas du tout de cet avis-là. On pense qu'on est malade de façon transitoire et qu'ensuite on va récupérer une santé floride et que ça va nous accompagner pendant des années. En même temps, heureusement, ils ont appelé ça la carte vitale plutôt que la carte mortelle. Alors moi j'ai une question mortelle d'ordre pratique finalement. Est-ce que vous pensez que dans la stratégie vaut mieux, je pense qu'il faut le faire conjointement, mais développer l'ethnomédecine en Occident pour qu'elle entre dans la médecine de famille, ou au contraire la faire entrer dans la famille pour qu'elle se développe en Occident? Vous voyez le mouvement? Moi, Par où ça commence? Oui, je veux dire, toutes tes questions sont intéressantes parce qu'elles représentent un petit peu la vie de Monsieur Tout-le-Monde sur la médecine. Hein. Je suis à l'ingrate place du Candide. Non, mais c'est que notre société est une société, pour moi, largement déboussolée et en rupture de racines. Et donc, en fait, qui sommes-nous? Nous sommes des mendiants. Nous appelons à une société étrangère de venir mettre quelque chose dans notre main pour donner un sens à notre métier et à la vie de nos patients. Donc, à partir du moment où on a ça clair, tout est facile. Hein. Et quelque part, si tu veux, je pense que le problème de la médecine moderne, c'est un problème qu'elle doit régler de son côté. Il ne faut pas mélanger les choses. La médecine chinoise n'a pas de problème. C'est la médecine moderne qui a des problèmes. Nous, on n'a pas de problème. Que celui... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça tout à l'heure. Que celui... Non, bien sûr qu'il serait d'accord. Pas de problème interne. On n'a pas de problème interne. On n'a pas de problème interne. On n'a qu'un problème de formation. C'est tout. Avec les difficultés de ce que représente le médecin chinois, c'est-à-dire l'exigence du médecin chinois. Donc, d'où la nécessité du perfectionnement de soi. Mais, vous pensez vraiment que les médecins purement occidentaux de médecine conventionnelle ont perdu toute forme d'exigence? Mais pas du tout. Pas du tout, je suis même persuadé du contraire. Pour pas citer de nom, il y a le professeur Joyeux, qui est vraiment impressionnant de courage et d'éthique. Hein? Il n'y a aucun problème. Mais le souci, c'est que sa voix n'est pas entendue par ses collègues, elle est entendue par les patients. Donc on peut espérer qu'un jour ça remontera. Mais actuellement, il est quand même
persécutés par le Conseil de l'ordre pour avoir ensuite sur des propos faux, sur des médisances. Donc, et moi personnellement, je n'ai absolument rien contre la médecine moderne, et si j'ai un souci de santé, je n'aurai aucune réticence à aller consulter un médecin, et il n'y a pas de problème. Sauf que c'est deux médecines totalement différentes. Et que si la médecine moderne a des problèmes, c'est à elle de les régler en interne. Mais il ne faut pas nous les envoyer, il ne faut pas nous les projeter sur nous. Hein. Nous, on fait de notre mieux, on apprend notre art et on le pratique. Et c'est tout. Marie-Annick, vous m'avez soufflé dans l'oreille, là, le médecin conventionnel a perdu son âme. C'est fort. Une fois de plus, ne généralisons pas. Mais oui, par tout ce qu'on a dit, je pense que parfois, effectivement, c'est une histoire de perdre son âme, et notamment, comme Bernard Thomasin disait, c'est de ne plus d'avoir perdu ses racines aussi bien le médecin que le patient finalement, et que cette notion de racine-là qui est fondamentale en médecine traditionnelle chinoise, elle est très très comment dire, présente dans mon activité quotidienne. C'est recoller les morceaux du patient, enfin faire en sorte que lui arrive à les recoller pour qu'il puisse retrouver du sens à sa vie. Voilà. À sa vie, et du coup, qui dit retrouver du sens, dit reprendre choisir une direction, donc repartir sur son chemin, et qui dit repartir sur son chemin, c'est se remettre en mouvement. Le mouvement, c'est la vie, c'est le chi, et c'est ça qui manque aujourd'hui, et que le médecin de famille, je pense, a vraiment pleinement son rôle à ce niveau-là. Vous dites que le médecin de famille occidentale a perdu ses racines. Bernard Thomasin dit finalement... J'ai pas dit ça, j'ai dit que certains médecins, comme sans des vouloir patients, caricaturer. voilà, Ouais. bien sûr. Bernard Thomasin dit caricaturalement aussi finalement à la médecine occidentale de régler ses problèmes en interne, mais est-ce que la médecine traditionnelle chinoise peut pas, comme on l'a dit dans les autres tables rondes, nous aider aussi à reconnecter avec nos racines, avec la médecine d'Hippocrate? Bien sûr, mais on parle toujours de la même chose tous, les uns les autres. Donc la manière dont on l'aborde peut-être un petit peu différent, les outils, mais on est toujours sur la même page. Patrick Chan. Nous avons tous des problèmes à régler, mais c'est vrai que apparemment la médecine occidentale a plus des problèmes intérieurs à régler, retrouver des fondations profondes de sa propre éthique, de sa propre déontologie, de ses propres buts, parce qu'elle subit un certain nombre d'influences et puis le poids d'un système, d'une organisation, d'une socioculture. La médecine chinoise, elle est dans une autre socioculture, donc son problème à elle, c'est de s'adapter à l'extérieur. Elle n'a pas de problème intérieur, si on peut dire, au niveau de ses fondements, mais elle a un problème d'adaptation à l'extérieur, d'où les démarches auprès des pouvoirs publics, etc. Et ce que disait Bernard me faisait penser à Nicole de Lépine, que j'ai croisé il y a quelques temps. Donc Gérard et Nicole de Lépine, ce sont des oncologues qui sont très courageux également, c'est un peu comme joyeux, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de donner à leurs patients, elle traite des enfants cancéreux, de donner le meilleur traitement de son point de vue, d'après ce que la littérature médicale répertorie, et non pas de leur faire suivre un protocole pour pouvoir faire des statistiques pour les labos. Mais elle s'est mis tout le système à dos. Donc je vous conseille, pour ceux qui ont des patients cancéreux, un bouquin que moi je conseille à mes patients, c'est Cancer, les bonnes questions à poser à votre médecin, édition du Chalon. Parce que nous, on ne connaît pas vraiment la médecine occidentale, mais comme ça le patient, il voit, au moins il a un esprit critique par rapport à ce qui lui est proposé en médecine occidentale. Et Nicole de Lépine me disait, mais de toute façon, vous avez remarqué, avant c'est vous qui aviez des problèmes avec la médecine, maintenant c'est plus vous, c'est nous. C'est-à-dire que ce sont ces médecins-là, ces lanceurs d'alerte, ces personnes qui refusent de jouer le jeu, qui sont des renégats et qui ont plus de problèmes avec la médecine. Mais nous, ils se moquent, enfin nous, il y a quelques personnes qui se posent la question de la médecine chinoise, mais globalement le monde médical, il a vraiment de chat à fouetter, il a vraiment des problèmes, Bernard a raison, des problèmes personnels à régler.
On peut peut-être, par le biais de la médecine chinoise, apporter certaines réponses, si on nous pose la question, mais il faut que chacun fasse son travail de son côté le mieux possible. Et puis après, Inch'Allah, comme disent les Chinois. Quelqu'un veut réagir? Bernard Thomas. Oui, je pense qu'on est, je veux dire, sur la même voie avec ce qu'a pu dire King. Hein. Il a très bien aussi mis le doigt sur le problème fondamental de la médecine moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est le problème scientifique. Il a dit, les cultures, d'un côté il y a la culture chinoise traditionnelle qui est axée sur le qi, et d'un autre côté il y a la médecine moderne qui a la tentation scientifique. Mais n'importe quel médecin honnête vous dira, mais ça reste encore un art, surtout un médecin de famille. C'est abusif de dire que la médecine moderne est scientifique, parce qu'il lui manque de pouvoir répéter les expériences, il lui manque tous les principes de la médecine, de la méthode scientifique. Et ensuite, le mot même de science, la médecine chinoise, elle n'est pas scientifique, elle est rigoureuse, elle est savante, mais elle n'est pas scientifique. La scientifique, c'est typiquement occidental. C'est une invention des Occidentaux qui s'appuie sur le concept extrêmement confus de matière. Et ensuite, on a dit, la matière, ça c'est du solide, on le voit, on le touche. Ah ben non, en fait c'est des atomes. Et puis entre les atomes, il y a du vide. Mais ce qui est indiscutable, c'est l'unité de l'atome. L'atome, ça, on ne peut pas y toucher, c'est insécable. Ah, ben non, pour rendre compte de la totalité, non, il faut voir que l'atome, c'est en fait un noyau et des électrons. Mais ce qui est insécable, c'est le noyau, ça, on en est sûr. Ah, mais non, ça ne rend pas compte de toutes les... Alors non, le noyau, non, il y a le proton et puis il y a d'autres choses. Et puis de fil en aiguille, on en est arrivé à des énergies, des particules qui circulent dans l'espace. Et le Nietzsche, depuis 2000 ans et au plus, nous dit « Entre ciel et terre, tout n'est que loi et énergie ». Donc un peu d'humilité. On peut dire aussi « Je ne sais pas ». C'est pas interdit que d'imposer des hypothèses. Mais en réalité, les chercheurs, les vrais chercheurs, sont des gens humbles. Mais lorsque l'hypothèse scientifique dévale la cascade de l'information et arrive dans la vulgarisation, dans Science et Vie et autres, ça n'est plus une hypothèse, ça devient une vérité scientifique devant laquelle il faut se prosterner. Et c'est ça le problème de la médecine moderne. On va peut-être passer le micro, on va changer à Xavier Lelièvre. Voilà. Parlons des protons. Non, ne parlons pas forcément des protons tout de suite. Je sais que vous avez planché avant cette table ronde sur les inconvénients à intégrer, à faire de l'ethnomédecin un médecin de famille. Alors pourquoi les inconvénients? Je vous ai dit, oh là là, mais vous allez faire un truc super triste, super négatif, surtout pas. Et en fait, c'est justement pour trouver les solutions. Donc je vous laisse nous parler de ces inconvénients que vous avez extraits de votre raisonnement, et puis des solutions qui sont finalement des pistes de réflexion pour avancer sur le chemin de l'association des deux ethnomédecins et des médecins de famille. Bien sûr, merci. Oui. Donc il est bien certain que l'ethnomédecine est une médecine de famille extraordinaire, mais comme partout, il y a des points négatifs possibles. Donc j'en ai relevé quelques-uns qui ne viennent pas du tout de mon raisonnement, qui viennent simplement de mon expérience. On va dire ça comme ça. La première chose qui peut arriver, c'est la routine. C'est-à-dire qu'on va dans la famille Dupont, et Madame Dupont, systématiquement, de toute façon, elle a un problème de rate. Point. Donc on arrive, on traite la rate de Madame Dupont. Donc elle a le droit d'avoir un autre problème éventuellement. Je schématise à outrance. La solution pour ce genre de choses-là, c'est de faire ce que le professeur Léon nous disait très souvent, qui est de relire régulièrement, de se remettre en question régulièrement
voilà, de relire ses cours, de reprendre, d'approfondir, de faire des liens, etc. Voilà, il faudrait prendre le temps de faire ce genre de choses-là. Deuxième écueil possible, c'est l'influence d'un certain nombre de personnes de la famille sur d'autres. Du style, la mère de famille dit « Ah, mon petit enfant, là, il ne travaille pas en classe, les docteurs, il faut que vous fassiez quelque chose, il faut qu'il puisse avoir quand même une bonne note, il va se passer, ça va pas. » Ou c'est l'inverse, hein, la petite fille qui dit « Ah, ma mère a un sang insupportable, je ne peux pas sortir sans qu'elle me crie dessus. » Voilà, donc là aussi, la solution, c'est tout simple, hein, c'est de prendre suffisamment de recul vis-à-vis des différentes personnes de la famille, lesquelles personnes ont le droit aussi d'évoluer. Hein, à partir du moment, effectivement, où on agit sur plusieurs générations, bah, chacun va évoluer petit à petit, heureusement. Hein. Un autre écueil que j'ai rencontré quelques fois, c'est d'être pris comme un gourou. Dire les parents ont un problème entre eux, ou il y a un problème de copropriété, ou je ne sais quoi, ça y est, le sauveur, le gourou arrive et va résoudre tous les problèmes. Non, ce n'est pas notre objet. Hein. On est bien d'accord, il faut que clairement on dise aux patients, voilà le domaine dans lequel j'exerce. Cela dit, effectivement, si vous avez un problème de copropriété, si vous avez un problème de mésentente, on peut essayer, grâce à Sénélie, d'arranger un peu les choses, de faire ce qui va bien pour que vous puissiez être dans les meilleures dispositions pour, mais c'est bien pas aux praticiens de voyer ce genre de choses. Hein. Voilà, en gros, les choses principales. Je leur ai une dernière peut-être encore. Allez-y. Dernière chose, ça commence par une petite histoire que vous connaissez peut-être. L'histoire se passe, je crois que c'est en Russie. On met dans une pièce, sans aucun décor, une première chaise tournée vers le nord. Sur cette chaise, on fait asseoir une personne que l'on branche avec un électrocardiogramme, électrocéphalogramme, tout ce qu'on veut, bref, pour voir comment cette personne respire, son rythme cardiaque, comment elle transpire, etc., etc. Quelques minutes après, on prend une deuxième chaise, tournée vers le sud, et on met une deuxième personne que l'on branche avec les mêmes appareils pour voir comment elle respire, etc. Les deux personnes n'ont pas le droit de communiquer d'aucune manière que ce soit, ni verbalement, ni par geste, ni quoi que ce soit. Et dans près de 90% des cas, au bout d'une vingtaine de minutes, une demi-heure, les deux personnes vont se mettre à battre au même rythme cardiaque, à avoir le même rythme respiratoire et à avoir la même activité cérébrale, quasiment, en tout cas au même moment. Ce qui semblerait vouloir dire qu'entre deux personnes, sans qu'il y ait la moindre parole, sans qu'il y ait le moindre geste, il se passe des choses. Ce qui pourrait vouloir dire que probablement, entre un praticien et un patient, que ce soit une personne âgée ou une personne plus jeune, probablement il y a des interactions aussi tout à fait intéressantes. Le praticien est là, bien entendu, pour apporter quelque chose à son patient, mais comme disait déjà quelqu'un, je crois hier, le praticien reçoit aussi beaucoup de choses de son patient. C'est tout le problème de ce qu'on appellerait de nos jours la bioéthique, enfin le problème, toutes les questions qui peuvent se poser au niveau de la bioéthique, qui sont tout à fait passionnantes pour les praticiens divers et variés. Et ça échappe à certains tests scientifiques. Et pourtant, c'est au cœur de la relation et de l'échange entre le praticien et le patient. Quel que soit son âge d'ailleurs. Hein, donc, dans ce que vous nous avez proposé, en fait, il faut l'éloigner, je crois. Dans ce que vous nous avez proposé comme solution, moi j'ai noté aussi cette notion de distance qui m'a marquée. C'est-à-dire, à la fois, j'ai entendu la notion d'intimité, et puis vous nous parlez aussi quand même d'une certaine forme de distance. Je voulais avoir la réaction des autres. Ou de détachement. Oui. Ou de détachement, peut-être plus. Quelqu'un veut réagir là-dessus? Patrick? Le docteur Léon disait qu'il est plus facile d'être sur la berge pour tirer les gens de l'eau. Tout est dit. Bravo. Tout est dit. Philippe Laurent, le mot de la fin avant qu'on passe le micro au public. C'est à propos des routes. Enfin, il y a 2-3 choses qui m'ont interpellé un petit peu au cours de ces propos. La première, c'était peut-être à propos de la sécurité sociale, qui n'a pas forcément pour origine le patronat, bien qu'il y ait eu des paternalistes dans des grandes sociétés comme, je sais pas, Meunier par exemple.
c'est-à-dire des gens qui logeaient leurs employés, qui créaient des écoles pour leurs enfants, qui assuraient des soins. Mais ce n'est pas la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle est née du Conseil national de la résistance juste après la guerre. C'était des gens qui avaient réfléchi durant la guerre aux solutions à apporter au peuple pour un mieux-être après que les hostilités se seraient terminées. Voilà, je voulais juste recadrer un petit peu ça. Et puis à propos de la routine, je voulais dire que oui, c'est vrai que c'est un danger. Enfin, je veux dire, quand on traite des gens qui ont une certaine chronicité, on les voit assez régulièrement, et c'est vrai qu'on peut être tenté de répéter un peu des traitements un peu à l'identique, ou imaginer que sont toujours les mêmes qu'au point de départ. Le mieux, c'est qu'il y ait une rupture de temps en temps, et quand on les revoit, souvent, on a un œil neuf, je dirais. Et donc, ça permet de réactualiser un peu la situation et donc de l'ajuster. Voilà. Comme dans un couple, en fait. Il ne faut pas rentrer dans la routine, il faut mettre de la distance de temps en temps pour avoir plus d'intimité aussi. C'est vrai. Bon, c'est tout pour vous. Oui. Non, juste pour changer des Chinois, Héraclite disait on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est tout à fait vrai. Est-ce que Oui, Philippe Laurent. Non, c'était... Voilà. Est-ce que le public a envie de poser des questions, d'apporter des témoignages? Ça y est, une main levée, une main connue d'ailleurs. Oui, au niveau des familles, quand on reçoit plusieurs membres d'une même famille, il peut arriver qu'on s'aperçoive qu'en agissant sur un membre d'une famille, ça a une influence sur un autre membre de la famille, ou quand on rencontre la mère après avoir rencontré la fille, on comprend mieux les symptômes de la fille maintenant qu'on connaît la mère, des choses comme ça, donc des interactions entre les membres. Ma question, c'est, est-ce que vous avez des choses que le professeur Léong, a dit par rapport à ça, ou des conseils, ou des choses sur les interactions entre les membres d'une famille? Patrick. Il faudrait que je parte dans mon lit rapidement, mais pas dans le lit, dans la partie plus profonde de la mémoire, mais c'est le lit qui rame pour aller la chercher. Simplement, une petite chose à propos de la famille qu'il avait rappelé, c'était... parce qu'on dit toujours la famille, on dit qu'il faut considérer que les gens sont comme notre famille, mais la famille, c'est souvent chiant. Il y a souvent des histoires de famille. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vision de la famille élargie, comme l'ont certaines traditions anciennes. Parce que, comme disait aussi le biologiste, on accouche de téléviseur, mais on ne fait pas le programme. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs enfants, jamais ils ont le même caractère, systématiquement. On peut dire heureusement. Et si vous les éduquez à l'identique, forcément, ça ne va pas forcément marcher de la même façon pour tout le monde. Et il y a toujours des personnes, on en a plein en cabinet, qui pensent que parce qu'elles sont de la même famille, elles doivent fonctionner à l'identique. Et c'est le départ du problème, souvent. Donc, accepter cette idée qu'il y a la notion de famille de cœur, qui est plus importante que celle de famille de sang, c'est très important. Donc, à propos de cette notion de famille, je crois que là, typiquement, il faut avoir un regard ethnomédical élargi et ne pas avoir une conception trop judéo-chrétienne et trop attisée de la notion de famille. Parce que sinon, effectivement, regardez l'histoire de France, c'est des histoires de famille. Mais ils passent leur temps à s'égorger, quoi. Et donc, ça fait plus penser aux chats dans les maisons. Vous savez, des fois, vous avez le chat, il est tout le temps barré dans la maison d'à côté, c'est quelqu'un d'autre qui le nourrit. Et la fonction est là. Et il y a des enfants dans certaines cultures, en Afrique, chez les Amérindiens, ils sont tout le temps dans la case d'à côté, dans le tipi d'à côté, c'est d'autres qui s'en occupent. Mais la fonction paternelle ou maternelle est assurée par quelqu'un. Parce que c'est à un niveau plus global, c'est pas au niveau de la possession, au niveau de la barrière, de la clôture. Chez les Duchemol, c'est comme ça. Non, tout ça, c'est des créations, des croyances à partir desquelles on souffre. Donc souvent, il faut recadrer cette idée-là aussi. Donc oui, il faut avoir un esprit de famille, et on a fait une réunion ici de tradition familiale, et on n'est pas de la même famille, et on est de la même famille. D'autres questions ou témoignages? Oui, Bernard. Bon, légèrement un autre point de vue que ce qu'a pu dire Patrick là à propos de la famille. J'ai souvenir d'un exemple que nous avait donné le professeur Léong à propos de la consultation par personne interposée.
Et il nous avait dit qu'en Chine, compte tenu des distances et parfois des patients qui peuvent pas, qui sont pas à l'aise pour bouger, quoi, c'était parfaitement légitime de consulter un membre de la famille qui venait rapporter les problèmes de son familier. Et donc, c'est un peu différent de ce que dit Patrick, quoi, mais on peut penser qu'il y a quand même, disons, des pathologies familiales, quoi, et puis en tout cas des typologies familiales au sens restreint. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est très complémentaire. De même qu'il y a un proverbe qui dit quand le caractère d'une personne vous semble indéchiffrable, il faut regarder qui sont ses amis, qui est sa famille, et c'est comme ça qu'on la cerne. D'autres questions, témoignages? Non? Alors du coup, c'est moi qui vais poser la dernière question. moi, ce que j'ai retenu de ce que j'ai entendu, c'est que l'ethnomédecine, c'est vraiment le soin de l'individuel, mais non séparé du collectif. Et c'est une médecine de la famille, mais dans son sens universel, ce qui m'amène à vous poser cette question-là, qui sera évidemment la question de conclusion, puisqu'elle rebondit avec la question de cette table ronde. Est-ce que l'ethnomédecin, c'est pas ça n'est pas le médecin de famille idéal, mais le médecin idéal tout court? La colle. Non, mais si on élargit la famille au sens de l'universel. Marie. Pour moi, tout le monde est ethnomédecin. Tout médecin ayant le cœur d'Hippocrate répond oui à cette question. Tout médecin ayant le cœur Monsanto répond non. Marie-Anne Nicolas, vous voulez conclure? Je pense que la richesse aussi, c'est la diversité. Donc, on laisse place à tout le monde, finalement. Merci beaucoup. Pas d'autres questions, c'est sûr? Avant de vous dire définitivement au revoir, j'avais envie de vous lire aussi une phrase du professeur Leong que j'ai trouvée, moi, dans mes recherches. Une vague pousse l'autre, et pour que l'humanité puisse évoluer, il est préférable que chaque nouvelle vague aille plus loin que la précédente. Alors, j'ai trouvé intéressante parce qu'elle répond bien à la question aussi de l'ethnomédecin comme nouveau médecin de famille. On est sûr de rien, mais la seule chose qu'on puisse espérer, c'est que les futurs médecins de famille cherchent toujours à aller plus loin dans la remise en question dont vous parliez, Xavier Lelièvre. Alors, évidemment, cette conclusion, elle n'amène pas forcément à mon interprétation après, mais bon, j'ai participé à tout ça, donc voilà, je voulais aussi partager tout ça avec vous. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Je trouve aussi que toutes ces réflexions nous aident pas simplement à penser les médecins, mais à penser le monde. Et voilà, et merci de nous permettre des tables rondes aussi intéressantes, ce qui n'est pas toujours le cas dans mon métier. D'accord, merci.